Je vais vous parler des méthodes d'intégration corporelle et de la psychomotricité. Et ça m'a semblé intéressant d'y ajouter un plaidoyer, entre guillemets, pour une thérapie psychomotrice, puisque c'est l'objet quand même de notre association. Alors, les méthodes d'intégration corporelle, qu'est-ce que ça veut dire déjà, intégration corporelle? L'idée, c'est que ce sont des méthodes qui vont utiliser la plupart du temps le mouvement, la relaxation aussi, et une attention consciente portée à son corps pour obtenir une intégration du corps sur le plan psychique. On pourrait dire une inscription corporelle sur le plan psychique. Donc ça vient renforcer et le schéma corporel et l'image du corps. Donc quand on travaille sur ces notions-là, ces méthodes-là ont un véritable intérêt. Elles ont surtout été faites pour les adultes, la plupart, mais elles ont toutes des applications pour les enfants, avec l'aide de la créativité de chaque praticienne et de chaque praticien en thérapie psychomotrice. On trouve on trouvera des passerelles pour travailler ça avec les enfants. Voilà. Alors, on peut passer à la diapo suivante, si tu veux, Amélie, pour qu'on voit les méthodes donc, dont je vais vous parler ce soir. Voilà, alors toutes ces méthodes, en fait, ont une existence assez récente, en fait, puisque la plus ancienne dont je vais vous parler, elle date des années 30, et c'est la méthode de Frédéric Matthias Alexander. La plupart des autres méthodes, en fait, interviennent à partir des années 50, et puis eh ben, elles continuent encore à se développer aujourd'hui, hein. On citait tout à l'heure la méthode de Danny Bois, mais on aurait pu aussi citer le Body Mind Centering de Bonnie Bainbridge Cohen, qui est aussi une approche intéressante, qui reprend un certain nombre de schèmes psychomoteurs. Mais là, je vais vous parler de celles qui sont peut-être les plus anciennes et qui, moi, m'ont impacté le plus pour y avoir été sensibilisé d'une façon ou d'une autre. Au cours de mes études de psychomotricité à la Pitié-Salpêtrière, ça fait déjà un petit moment, j'ai été sensibilisé à la méthode Feldenkrais. Et ça fait partie des méthodes les plus usitées aujourd'hui, tant dans le domaine thérapeutique que dans le domaine de l'enseignement et dans le domaine artistique. C'est une méthode qui est très prisée, notamment dans le domaine de la danse par les chorégraphes, mais aussi par rapport aux sportifs. Euh, Ce qu'il faut souligner, je pense, c'est que tout ça arrive dans une certaine temporalité par rapport à l'histoire. Et que c'est aussi lié à la rencontre des méthodes venues d'Orient. C'est à cette époque-là aussi qu'un certain nombre de personnes, d'un certain nombre d'Occidentaux se sont intéressés au yoga, mais se sont intéressés aussi aux arts martiaux, comme Feldenkrais lui-même s'est intéressé au judo. Il faut savoir que c'est Feldenkrais lui-même qui a introduit le judo en Europe. Et à travers donc la découverte du yoga, mais aussi de l'aïkido, aussi du tai chi chuan, du qigong, etc. Eh bien, l'Occident s'est petit à petit découvert que bah, on avait un corps finalement et que on pouvait s'enrichir d'un travail sur la conscience du corps. Alors, depuis assez longtemps dans le domaine de la psychiatrie, on travaillait essentiellement avec deux méthodes, le training autogène de Schutz, méthode à laquelle j'ai pas été formé, mais à laquelle j'ai été sensibilisé, et puis la méthode progressive, dite progressive et segmentaire de Denmoun Jacobson. Celle-là, les psychomotes la connaissent bien. Moi, j'y ai été formé au cours de mes études par une personne qui avait été formée directement par Jacobson lui-même. Et donc, si toutes ces méthodes ont un but d'intégration corporelle, c'est bien évidemment pour favoriser l'expression corporelle et permettre aussi d'avoir un usage de son corps dans la relation à l'autre. Donc, développer à la fois les habiletés motrices, mais aussi développer les habiletés relationnelles. Donc voilà la liste donc des méthodes que je vais vous présenter ce soir, ma Dream Team en quelque sorte, hein. Euh, et, et donc on va commencer par la méthode de Frédéric Matthias Alexander, honneur à la méthode la plus ancienne. Donc Frédéric Matthias Alexander, je vous ai mis
ces dates, hein, né en 1869, décédé en 1955, était un comédien australien. Et son ouvrage de référence, c'est alors attention l'accent, The Use of the Self, hein, l'usage de soi. Et il a découvert en fait que l'équilibre postural dépendait du positionnement précis de la tête, de la masse céphalique, placée, comme tout le monde le sait, au sommet de l'édifice corporel. Et s'il a travaillé là-dessus, c'est parce qu'il était affecté en fait par un enrouement chronique qui l'empêchait de déclamer ses textes. À l'époque, il n'y avait pas encore de micro, etc. Il n'y avait pas de haut-parleur, de sonorisation. Donc, il était évidemment très handicapé pour un comédien parce qu'il avait périodiquement des pertes de voix, il était aphone. Et donc, il a pris conscience, après avoir essayé tous les traitements médicaux possibles, que sa puissance vocale dépendait en fait de la position de sa tête et du relâchement des muscles de son cou et de sa nuque. En s'observant lui-même dans un miroir, il s'est rendu compte que sa tête était excessivement portée en arrière, comprimant ainsi son larynx et l'obligeant à prendre l'air par la bouche sans utiliser toute sa capacité respiratoire. Et donc, après plusieurs années d'observation attentive, il a appris en parfait autodidacte à décontracter consciemment les tensions de son cou. Le résultat fut tellement spectaculaire pour lui que ses prestations vocales et théâtrales furent saluées par le public et reconnues par ses pairs. Donc, il a pu vraiment s'épanouir dans son métier de comédien à partir du travail qu'il a fait sur lui-même. Et c'est ainsi qu'il a établi donc les bases de la future méthode Alexander qui allait faire sa renommée. Il l'enseigna d'abord en Australie, puis ensuite il est allé en Angleterre où il fonda une école en 1932. C'est la date donc de son ouvrage également, L'usage de soi, où il consigna donc tous les fondements de sa méthode. Et il est ainsi l'incontestable pionnier des techniques d'intégration corporelle en Occident. Et l'aspect le plus révolutionnaire de ses découvertes fut d'affirmer les liens étroits entre le corps, les émotions et la pensée. Pour Alexander, donc, le bon usage de soi consiste à développer une sensibilité consciente de son corps, de sa posture, de ses mouvements et de sa respiration. À partir de cette prise de conscience qu'on pourrait qualifier donc de proprioceptive, il enseigne un véritable reconditionnement postural, ce qui peut aussi aider à traiter les problèmes posturaux et les problèmes de dorsalgie, de lombalgie, de cervicalgie, etc. Là, je cite un ouvrage de deux auteurs qui s'appellent Frère et Merlot, qui s'appelle Maître et clé de la posture. Je vous le recommande, je l'ai mis en bibliographie à la fin. C'est un ouvrage qui reprend justement un certain nombre de méthodes d'intégration corporelle, dont celle que je vous cite ce soir. Alors je cite, Mathias Alexander propose d'éliminer les tensions musculaires qui parasitent une véritable réponse antigravitaire. Il analyse ces diverses contractures à travers le passage de la position assise à la position debout, le début de la marche, la montée des escaliers. Je ferme les guillemets. Et donc, selon Alexander, un bon port de tête se définit par une tête dégagée vers l'avant et vers le haut, le menton légèrement en retrait. Il met en garde tout de suite du piège d'une rééducation volontariste pour obtenir un tel résultat. Ce n'est pas par la volonté, et ça aussi c'est une grande nouveauté. C'est vraiment quelque chose à noter parce qu'on était jusque-là encore dans une gymnastique très volontariste, très contrôlée par le mental. Donc là, il nous renseigne sur le fait que toute volonté excessive va être nuisible en fait au bon ajustement postural. Alors le point central de ces découvertes, qu'il a désigné par primary control, qui nous renvoie, nous psychomotes, à la loi céphalo-caudale, qu'on connaît bien dans la construction, dans le développement du tonus postural, complémentée par la loi proximo-distale. Je pense que ça parlera à tout le monde, la loi céphalo-caudale et la loi proximo-distale. Et donc, ce qui nous, donc ce point central de ces découvertes, qu'il appelle primary control, prend d'abord comme premier point que l'équilibre du crâne par rapport au reste du corps
est d'une importance primordiale, et on sait bien que le bébé commence par tenir sa tête aux alentours de l'âge de 3 mois, que deuxièmement, l'équilibre de la tête au sommet de la colonne vertébrale est délicat et subtil. C'est vraiment un ajustement extrêmement précis. Ne pas oublier que chez le bébé, la tête est proportionnellement beaucoup plus grosse que celle d'un adulte par rapport au reste du corps. Et comme il a très peu de force musculaire, il doit effectivement, le bébé, ajuster sa tête avec une grande précision. Et puis, troisième point, l'équilibre tête-cou va affecter aussi la coordination de l'ensemble du corps. Donc, un aspect postural, mais qui rejoint un aspect dynamique, c'est-à-dire que la posture va conditionner en fait la qualité des coordinations corporelles. Alors, le bébé, comme je vous le disais, il relève parfaitement ce défi vis-à-vis de la pesanteur parce que paradoxalement, son tonus musculaire est très peu développé. Et que comme il a très très peu de force pour tenir sa tête, il va être obligé de trouver l'équilibre le plus juste qui soit. Acquérir la stabilité de sa tête est donc un objectif prioritaire pour le bébé, ne serait-ce que pour se nourrir, mais aussi pour communiquer. De plus, un grand nombre de capteurs sensoriels sont situés, comme vous le savez, au niveau céphalique, donc les oreilles, les yeux, et puis surtout les capteurs de l'oreille interne, les otolithes, qui, associés aux capteurs d'accélération angulaire de la tête, autrement dit les canaux semi-circulaires, vont être stimulés. De ce fait, même sans contact direct avec le sol, comme les oiseaux en plein vol par ailleurs, eh bien, on est capable de détecter le champ gravitationnel terrestre. On n'a pas besoin de l'appui de nos pieds finalement, ce qui est essentiel pour nous situer dans l'espace et acquérir la station debout. Donc en fait, Alexander, par sa propre expérimentation vécue, il a découvert ce que plus tard les neurophysiologistes comme Alain Berthoz, je ne sais pas si vous connaissez Alain Berthoz, quel ouvrage a-t-il écrit? Je vous cite en fait son ouvrage qui s'appelle La Simplexité, en fait, Alain Berthoz, mais il a écrit aussi un autre ouvrage de référence qui est très intéressant, mais dont le titre m'échappe. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Alain Berthoz? Il nous dit que sa théorie est que la coordination des multiples degrés de liberté des membres pendant la locomotion, donc pendant la marche, est organisée à partir de la tête, qui constitue une plateforme stabilisée en rotation. Donc, c'est ainsi qu'il confirme donc les intuitions d'Alexander. Voilà, bon, on peut rappeler aussi que le système vestibulaire est particulièrement stimulé le bébé par le portage au dos. Je milite pour le portage des bébés au dos, car c'est sans doute l'un des meilleurs portages qui va lui permettre de stimuler son oreille interne en étant dans le sens de la marche de la personne qui le porte au dos. Alors de même, le port des objets sur la tête va favoriser un juste positionnement de la tête. Donc on peut tout à fait, pour un réajustement postural, travailler avec des poids sur la tête. Alors la tête elle-même chez un adulte fait 5 kg. On peut commencer par 500 grammes, puis éventuellement aller jusqu'à 1 kg. Les personnes qui sont entraînées depuis l'enfance, ce qu'on retrouve dans les cultures africaines, mais aussi certaines cultures asiatiques, comme la culture indienne ou amérindienne également, on peut porter des poids jusqu'à 20 kg et plus. C'est très ergonomique finalement de porter des objets sur la tête, mais faut-il encore y avoir été entraîné dès le plus jeune âge pour porter des poids importants. Ça a aussi un autre intérêt, c'est que ça libère les bras. Donc pensez à ça pour prendre conscience, pour faire prendre conscience du positionnement du poids de la tête, de mettre un objet sur la tête, pas forcément un dictionnaire, ça c'est un petit peu trop plat. Les poids de tête, on en a dans le matériel de rééducation, mais aussi, on peut aussi s'en fabriquer un avec des grains de riz ou des lentilles qu'on met dans une poche en tissu. Voilà pour la méthode de Frédéric Mathias Alexander. Elle est encore enseignée aujourd'hui, et je vous cite une référence si vous voulez plus de précision pratique par rapport à la méthode elle-même. Ensuite, je vais vous parler d'une autre méthode, celle de Lily Ehrenfried. Il y a une fenêtre qui s'affiche. Voilà. Donc Lily Ehrenfried, elle a d'abord été médecin, puis kinésithérapeute.
C'est un parcours un peu particulier. Et elle a écrit un ouvrage de référence qui s'appelle « De l'éducation du corps à l'équilibre de l'esprit ». Donc là encore, rien que dans le titre, hein, on voit bien qu'à partir d'un travail corporel, elle va s'adresser à notre psychisme. Alors, pour resituer un petit peu ses travaux, il faut d'abord savoir qu'elle s'est inspirée d'une autre personne dont j'aurais pu décrire la méthode, qui est Françoise Mézières. J'en parlerai un petit peu plus aussi avec une autre approche, celle des chaînes musculaires de Godeley de Nistreef. Mais Françoise Mézières, il y a encore des méziéristes hein, parmi les kinésithérapeutes. Elle a fait école et ça continue, sa méthode continue à se développer et à se transmettre. Et en fait, il y a une véritable rupture par rapport à ce qui se pratiquait dans les années 50, parce que la kinésithérapie dans les années 50, c'était assez mécanique et parfois même assez barbare, en fait, il faut tout dire, il faut le dire comme ça. Si on allait dans un cabinet de kinésithérapie, de rééducation, eh bien, on avait l'impression d'être dans une salle de torture, quoi. Euh, on trouvait des cages de polythérapie, ce qu'on appelait aussi de la mécanothérapie, de l'électrothérapie, bon, ça existe encore aujourd'hui, mais aussi des tables d'élongation. Hein, on étirait les gens, on les attachait et puis on provoquait des étirements de la colonne vertébrale progressifs pour les remettre droits. Ça fait un petit peu peur tout ça et ça faisait des dégâts, puis surtout c'était très contre-productif. On utilisait aussi des corsets. Hein. Donc, voilà, c'était un petit peu à l'image de l'époque, hein, d'un monde gagné par la technologie. Et le corps, là, à cette époque-là, est plus que jamais envisagé comme une machine qu'il faut réparer. Donc le kinésithérapeute est un véritable mécanicien du corps humain et son cabinet ressemble à un atelier de mécanique. Alors que donc, comme je vous le disais, les résultats étaient souvent contre-productifs, à la fois physiquement, mais aussi traumatisants sur le plan psychologique. Et donc, ça amenait des médecins comme Lily Ehrenfried, mais aussi Boris Dolto, le mari de Françoise Dolto, qui lui était médecin et médecin-chef de l'école de kinésithérapie de la Pitié-Salpêtrière. Il a écrit un ouvrage de référence qui s'appelle Le corps entre les mains, qui est un ouvrage que je vous recommande vraiment, qui est passionnant. Et puis, donc aussi, donc Lily Ehrenfried, Boris Dolto, et puis bien sûr Françoise Mézières, dont je vous parlais, qui elle-même était kinésithérapeute. Et donc, voici le constat du docteur Ehrenfried. Deux points, ouvrez les guillemets. Nous proscrivons tous les procédés mécaniques, tant actifs, par des exercices correctifs, que passifs, donc table d'élongation, chiropraxie, etc. La chiropraxie, c'est des manœuvres vertébrales hein, qui font craquer les vertèbres. Ça existe encore, il y a encore des gens qui pratiquent ça, etc. Donc, ces méthodes fatiguent. Ces moyens fatiguent, ils peuvent faire disparaître la souffrance pour quelques instants, mais ils ne peuvent pas produire un changement durable de la motricité, car ils ne rééduquent pas la sensibilité musculaire profonde. Fermez les guillemets. Cela n'est donc pas sans rappeler le destin aussi des régimes alimentaires, hein, c'est-à-dire que là, toute attitude volontariste eh bien, est vouée à l'échec quand on s'adresse à un organisme vivant comme le corps humain. Il s'agit donc de rééduquer avant tout en fait la sensibilité musculaire profonde et on pourrait dire la sensibilité osseuse également, mais aussi articulaire, également cutanée, fascia, hein, les fasciales, mais au sens des fascias, on parlait de la fasciathérapie tout à l'heure, et également viscérale. Donc tous les systèmes tissulaires sont concernés par le mouvement. Les sensations qui en émanent sont toutes constitutives de ce qu'on appelle la proprioception, qui se définit par la perception de son propre corps. Lily Ehrenfried se pose donc des questions d'ordre pédagogique. Comment faut-il procéder pour apprendre à modifier son comportement physique? On ne peut changer que ce que l'on connaît. Il faut donc d'abord apprendre à connaître son corps et surtout à le ressentir tel qu'il est. Donc le patient ou l'élève vont être partie prenante de leur rééducation. Et ça aussi, c'est une grande nouveauté. On va leur demander ce qu'ils ressentent. Il ne s'agit pas de leur apprendre à faire quelque chose, mais avant tout de leur apprendre à sentir ce qui se passe en eux.
Et ça, c'est vraiment une révolution qui rend malheureusement encore sceptique bon nombre de médecins quand on leur parle de notre démarche sensorimotrice ou psychomotrice. Alors, écouter son corps, hein, c'était quelque chose de tout à fait bizarroïde à l'époque. Et Lily Ehrenfried, donc avec Françoise Mézières et Boris Dolto, ont été des pionniers pour ça. Alors, qu'est-ce qu'elle nous disait Lily Ehrenfried, elle nous disait, il ne s'agit donc jamais d'enseigner l'attitude correcte à l'élève en la lui montrant. Il faut plutôt le rendre capable de trouver par et pour lui-même sa meilleure attitude possible, celle qui correspond à sa structure individuelle. Alors ça, c'est encore un point de vue tout à fait novateur. Hein, nous sommes tous pareils, on a tous un corps qui ressemble à celui du voisin ou de la voisine, mais on est tous aussi différents dans notre typologie, que ce soit notre typologie, notre morphotype, hein, notre typologie osseuse, musculaire, articulaire, morphologique, etc. Il ne s'agit donc pas de formater le corps sur un modèle idéal, mais d'amener l'individu à découvrir ses propres sensations pour qu'il se fasse son intime conviction, on pourrait dire, sur son fonctionnement interne. Et que se passe-t-il au bout d'un certain temps d'apprentissage? Eh bien, l'acquisition soudaine, c'est ce que dit Lily Ehrenfried, d'un meilleur rendement indépendant de la volonté motrice consciente. Donc, c'est un travail conscient, mais qui va déboucher aussi sur une meilleure utilisation de son corps de manière inconsciente. En effet, hein, la sensation de bien-être qui valide le bon fonctionnement du corps, hein, si je sens bien le mouvement, c'est que ça fonctionne bien, se manifeste quand on a l'impression que le corps bouge tout seul, sans effort. Donc le véritable moteur d'une réorganisation corporelle, on pourrait dire d'une auto-réorganisation, hein, comme le dirait le sociologue et philosophe Edgar Morin, c'est de ressentir son corps. Le corps humain étant lui-même un organisme vivant complexe, on ne peut pas apporter des réponses simplistes à ces dysfonctionnements. Sa rééducation ou son éducation doit répondre en fait à ce niveau de complexité. Ça ne veut pas dire pour autant que il faut proposer des choses compliquées aux gens. Hein. Il s'agit en fait de leur apporter des réponses simples qui vont permettre d'aboutir à restaurer la complexité de leur corps. Et la réponse simple, en fait, ça va être de leur faire sentir ce qui se passe dans leur corps, et la réorganisation derrière se fera toute seule. Donc tout ça va nous emmener vers l'autonomie et pourquoi pas vers la liberté. Hein. Il y a une espèce, à travers ces méthodes-là, en fait, l'individu est amené à s'approprier, à se réapproprier son corps petit à petit. Donc voilà pour Lily Ehrenfried. On va passer ensuite à Feldenkrais. Feldenkrais, qu'on voit d'ailleurs à côté là, Monsieur Moshe Feldenkrais, avec un squelette dans les mains. Il rejoint tout à fait les travaux de Lily Ehrenfried parce que lui, il a travaillé aussi beaucoup sur l'économie du geste. Alors lui, il était physicien de formation. Hein, et je vous le disais tout à l'heure en introduction, c'est lui qui a introduit le judo en France dans les années 30. Alors lui, c'est un scientifique, hein, donc il s'est appuyé très tôt sur les neurosciences, en fait, pour établir sa méthode. Alors il part de ce principe, hein, on a tous un corps, et pour en obtenir le meilleur fonctionnement possible, il faut expérimenter ses capacités de mouvement sans aucune connaissance anatomique préalable. Ça encore, c'est une grande nouveauté. Hein. On va partir du ressenti sans aller chercher dans un bouquin d'anatomie comment fonctionne le corps. Hein. On va pas du tout aller chercher le mode d'emploi. Le mode d'emploi, en fait, on va le créer à partir de ses propres expérimentations personnelles. Et c'est pas parce que je connais mon anatomie, ma physiologie, etc., que je vais savoir évidemment comment faire bouger mon corps. Ça n'a rien à voir. Et parfois même, quand on en sait trop, d'un point de vue anatomique, ça peut être contre-productif. Donc, expérimenter d'abord, et donc ces expérimentations ont été validées ensuite par l'appui des neurosciences. Alors, Feldenkrais, lui, nous replace dans la situation de l'enfant face à son corps. L'enfant qui découvre son corps jour après jour en l'éprouvant, le plus souvent par le jeu.
toutes les possibilités il va découvrir ainsi toutes les possibilités que son corps lui offre. Une des caractéristiques du petit être humain à la naissance, c'est qu'il est totalement immature sur le plan moteur, hein, contrairement aux autres mammifères. Il ne sait quasiment rien faire, si ce n'est téter et puis vocaliser, crier. Mais sinon, d'un point de vue moteur, il est totalement immature et son système nerveux va se développer petit à petit. On a parlé du développement du tonus musculaire tout à l'heure, et on va en reparler à l'instant. Mais son système nerveux, donc, comme vous le savez, hein, ne sera développé complètement que vers l'âge de 16 ans. Donc, pour rappel, ben ça on connaît bien en psychomote, à la naissance, l'enfant présente ce qu'on appelle une hypertonie périphérique des membres, donc, et une hypotonie axiale, donc, de la colonne vertébrale. Et donc, le développement de son tonus musculaire se construit selon les deux lois céphalo-caudales, donc de la tête vers les pieds, et aussi proximo-distale, donc du centre vers la périphérie. Alors, je vous fais pas le détail parce que tout ça, on connaît bien en psychomote, c'est pas la peine, mais remettons-nous un petit peu dans la peau justement de ce bébé qu'on a tous été. Eh bien, à notre naissance, on est littéralement écrasé en fait par la pesanteur, hein. On a très peu de force pour pouvoir composer avec la pesanteur et pour pouvoir maîtriser le poids de notre corps. Donc, le bébé, bah, instinctivement, il va adopter la solution la plus économique possible en s'appuyant au maximum sur ses points d'appui et sur son squelette. Donc, ça, c'était un leitmotiv de Feldenkrais. Pour apprendre, faites toujours le moins d'efforts possible. Alors évidemment, ça allait à l'encontre des gymnastiques très volontaristes aussi de la première moitié du XXe siècle. Il nous disait que la fatigue et l'effort n'apportent rien à la qualité d'exécution du mouvement. Il ajoute, le point moteur de tout mouvement s'inscrit au centre du bassin. Alors ça aussi, c'est un élément intéressant, hein. Il s'est interrogé sur la localisation finalement du déclenchement de nos mouvements, comme dans la marche, hein. Et donc, il localise le centre, le point moteur, comme il dit, de tout mouvement au niveau du bassin. Donc, ce dernier, donc le bassin, donne l'impulsion qui va entraîner l'ensemble du tronc et de la tête. Le bassin doit pouvoir bouger dans toutes les directions autour du centre de gravité du corps, comme une sphère autour de son centre. Lorsque nous tenons le ventre arrondi, dit-il, le bassin tout entier devient pratiquement sphérique et son centre est le centre de l'action. Alors ça, je pense qu'il a dû s'inspirer du judo, parce que dans le judo et dans tous les arts martiaux, on parle beaucoup de ce centre énergétique-là, de ce centre à la fois mécanique, mais aussi énergétique, si on se fait référence au Qigong et au Tai Chi. Et donc ça aussi, c'est une grande découverte, hein, de placer la conscience dans son ventre, de placer la conscience dans son bassin. C'est une zone qui est souvent investie de façon beaucoup moins précise que la tête, que le haut du corps en général. Et c'est aussi lié à notre culture, tout ça, hein. Donc, en Occident, on connaît surtout le haut du corps, mais le bas du corps est somme toute assez négligé. Le haut du corps est souvent magnifié, mais le bas du corps, bah, c'est plutôt lié aux excrétions, à la sexualité, etc. Donc, tout ça, c'est sale. On veut pas le voir, hein. Donc, on pourrait dire que symboliquement, le corps est coupé en deux par le plan de la table. Donc, tout ce qu'il y a au-dessus de la table, c'est le corps d'en haut, c'est magnifié, mais tout ce qu'il y a en dessous de la table, on le manque complètement d'investissement sur le plan de la conscience corporelle à cette époque-là. Donc, faut souligner ça parce que c'est vraiment un élément important par rapport à la conscience de notre corps dans sa totalité. Alors, il disait aussi que le rapport à la pesanteur est juste si le squelette annule son action, ce qui libère les actions de la musculature périphérique pour la plus grande expressivité du danseur. C'est-à-dire que si on s'appuie sur son squelette, évidemment, on va stimuler automatiquement sa musculature profonde et la musculature périphérique qui, elle, est faite pour le mouvement, va pouvoir se libérer d'autant mieux.
Donc, il n'y a pas d'opposition dans le corps, disait-il, il n'y a que des complémentarités. Ça rejoint beaucoup une autre méthode que je ne vais pas exposer ce soir, mais qui mérite quand même d'être citée, c'est la méthode de Gerda Alexander, à ne pas confondre avec Matthias Alexander. Gerda Alexander, qui, elle, avait créé l'eutonie. L'eutonie, E-U-T-O-N-I-E, et qui allait exactement dans le même sens que Alexander. Ça, c'est une citation donc de l'ouvrage dont je vous parlais tout à l'heure, Maître et clé de la posture, par Frère et Merleau, qui nous disent prendre conscience de sa façon d'agir, percevoir dans ses actes les tensions sous-jacentes, être présent et apprendre systématiquement la liberté et l'économie du mouvement sont les principes objectifs de l'autonomie. C'était aussi les principes de Moshe Feldenkrais. Voilà pour Feldenkrais. Et maintenant, je vais vous parler de Marie-Louise Orlick. Alors, très peu connue, Marie-Louise Orlick. Et c'est bien dommage. J'ai eu la chance d'être formé à cette méthode aussi au cours de mes études à la Pitié-Salpêtrière, lors donc, de mes 3 ans de DE, par Madame Delubersac, qui elle-même avait été élève de Marie-Louise Orlick, qui a été une des pionnières de la psychomotricité en France. Et elle était chargée d'animer un stage pratique pour l'obtention du certificat en rééducation psychomotrice de la faculté de médecine de Paris, qui est l'ancêtre en fait de notre diplôme d'État. Et elle a écrit donc un ouvrage de référence qui s'appelle Méthode de rééducation psychomotrice, l'éducation gestuelle, qui est paru pour la première fois en 1967, donc quelques années avant la création de notre DE. Alors, elle fut d'abord, c'est intéressant d'avoir un petit peu son historique à elle, son histoire personnelle. Elle a d'abord été sensibilisée au théâtre, puis à la danse. L'apprentissage de la danse classique, notamment, lui permit de travailler l'équilibre corporel, mais elle trouva beaucoup de froideur, entre guillemets, dans la danse classique, avec des mouvements stéréotypés et inexpressifs. L'apprentissage de la danse dite de caractère, par contre, selon la méthode Laban ou Laban, qu'on connaît aussi assez bien en psychomote, lui apporta l'expression de vie qu'elle recherchait, mais la codification chiffrée des gestes, ça c'est propre à la méthode Laban, même les plus infimes, la rapprochait plus d'un exercice de mathématiques, disait-elle, que de la spontanéité et de l'improvisation qu'elle recherchait dans la danse. Donc de ce fait, elle puisa son inspiration davantage dans le travail théâtral et dans le mime, qui possédait selon elle une capacité de libération des tensions corporelles, mais aussi d'acceptation de soi, voilà un concept intéressant qu'elle introduit, et d'harmonisation sur le plan relationnel. Donc c'est ça qui est assez intéressant dans l'approche d'Orlick, et c'est pour ça que c'est une pionnière aussi de la psychomotricité, parce que là, on va parler de relations. Et donc ça, c'est assez absent finalement des méthodes que je vous ai présentées, des autres méthodes que je vous ai présentées avant. Alors, à partir de ses expériences personnelles, elle a établi progressivement sa méthode au contact de patients handicapés physiques et mentaux au sein d'un centre de rééducation professionnelle dans lequel elle avait commencé à travailler en 1951. Sa méthode propose l'apprentissage d'un véritable alphabet gestuel devant aboutir à une pleine capacité expressive et relationnelle. Deux points, ouvrez les guillemets. Comme l'apprentissage de sa propre langue est indispensable à l'expression de la pensée, disait-elle, l'éducation du geste est nécessaire à la juste expression du corps. Fermez les guillemets. Donc cet apprentissage qui travaillait à la fois le versant psychique, mais aussi le versant comportemental, va s'établir d'abord par imitation du professeur pour déboucher sur une expression libre et spontanée, mais néanmoins structurée. Ça, c'est important. Elle apporte d'abord de la structuration au geste avant de permettre à l'élève ou au patient de pouvoir librement improviser. Alors, en résumé, voilà les étapes de l'apprentissage. Vous le voyez sur le diaporama. Hein. Donc, premièrement, une prise de conscience de soi. Deuxièmement, une structuration et une intégration de soi. Donc, on retrouve là la structuration
du corps, de la posture, du mouvement, mais aussi de la respiration, tout ça intégré sur le plan psychique. Et en troisième point, une expression de soi et une intégration socio-relationnelle. Ça, ces trois étapes-là, vraiment, m'ont marqué en quelque sorte dans ma réflexion. Et je les ai souvent reprises dans mes topos pour parler notamment de l'approche psychomotrice des personnes en situation d'obésité, mais aussi dans le domaine de, de la santé sexuelle et des dysfonctionnements sexuels. Et je pense que dans d'autres domaines, on peut tout à fait s'inspirer de ces trois étapes hein, dans un projet thérapeutique. Le but, c'est donc de redonner au corps toute sa dimension communicante avec soi et avec le monde. J'ouvre les guillemets de nouveau. Découvert au cours de la première partie, instruit dans ses possibilités durant la seconde, le corps est structuré après la troisième partie. Il s'est reconstruit lorsque des agressions physiques et mentales l'ont perturbé. Il possède son expression authentique, la valeur de cette expression indépendante de toute notion de race, de frontières, de classe sociale, a fait du corps un moyen universel de communication à travers les siècles. Alors, il faut resituer ça dans le contexte de l'époque. Hein. Il ne faut pas être choqué qu'elle parle de race en 1967. Et c'était dans un esprit d'ouverture. Hein. C'était dans une intention tout à fait positive, bah, pour dire qu'on a tous le même corps, hein, et donc elle est dans une démarche vraiment qu'on pourrait qualifier d'aujourd'hui transculturelle. Hein. Donc elle accorde aussi tout particulièrement une importance à la respiration, hein, alors qui est présente aussi dans la plupart des méthodes, hein, mais là je tenais quand même à le souligner, qu'elle considère fondamentale dans la recherche de l'unité du corps. Pour elle, la respiration, ça va être un moyen d'aboutir à une intégration unifiée de son propre corps. Alors, elle intègre aussi des exercices d'étirement et de relaxation avant de passer à l'apprentissage gestuel proprement dit. Vous avez là les illustrations qui sont tirées de son livre. Hein, je pense que c'est elle qui les a dessinées. Donc, comme elle propose des séances de groupe, hein, c'est essentiellement des séances de groupe. Chaque participant, ça c'est intéressant dans la pédagogie, dans la dynamique du groupe, est invité à réaliser seul chacun des gestes devant les autres. L'apprentissage débouche finalement sur l'étude d'une gamme hein, de 6 mouvements fondamentaux, transculturels, comme je vous le disais, et symboliques, qu'elle emprunte tant à la statuaire religieuse qu'à la statuaire profane, notamment la statuaire antique, hein, grecque et romaine. Elle avait cette grande ambition d'établir une synthèse objective des gestes humains. Donc une dimension très universaliste, peut-être un petit peu utopique quand même. Donc son premier mouvement exprime l'aspiration vers le haut, vers le plus haut, dans une forme d'incantation vers le ciel, hein, quand on lève les bras, comme ceci vers le ciel. Son deuxième mouvement révèle l'angoisse, la crainte, l'autodéfense. Le troisième exprime l'intériorisation, le repli, la régression. Le quatrième, c'est le geste de l'extériorisation, au contraire, de l'épanouissement, de la joie. Et le cinquième traduit l'affirmation de soi par la force et l'agressivité. Enfin, le sixième nous place dans l'attitude du don et de l'offrande. Voilà, et ça, je m'en suis également inspiré pour le travail que j'ai fait sur le yoga africain qui mène à la danse, hein, le Nyungu, dont j'ai pu vous parler par ailleurs. C'est des gestes symboliques. Elle met de la symbolique dans ses gestes, donc elle a été formée au mime et au théâtre. Et là, on est vraiment dans une dimension expressive. On est dans quelque chose de vraiment psychomoteur. Donc la méthode Orlik, hein, je ne sais pas si vous la connaissez, si vous en aviez eu vent, mais elle est malheureusement tombée en désuétude, alors qu'elle possède, à mon avis, encore tous les éléments d'un véritable travail d'acceptation de soi, de structuration et d'affirmation de soi également. Alors ensuite, on va passer à Godelieve. Godelieve, Dennis Struve.
qui est aussi pour moi une grande source d'inspiration. D'ailleurs, on propose cette planche des chaînes musculaires là, que vous voyez à l'écran et une adaptation de l'autre schéma qui est à droite dans notre livre. Ça a été aussi une grande source d'inspiration. Donc, Godelieve, Denise Struve d'origine belge, kinésithérapeute, ostéopathe, portraitiste, c'est elle qui a fait tous les dessins de sa méthode. Et c'était aussi une élève de Françoise Mézières comme Lily Ehrenfried. Et donc, son ouvrage de référence, c'est Les chaînes musculaires et articulaires, édité en 1984. Et en fait, c'est une méthode très psychomotrice. Hein. Elle propose un modèle de structure psychomotrice de l'être humain. Alors, moi, j'ai préféré vous mettre des schémas, parce que c'est à partir des schémas qu'on peut vraiment comprendre les choses. Et dénombre en fait 5 familles de muscles constitués en chaînes. Alors, c'est pas la seule. Hein. En général, la plupart des auteurs, les anatomistes, etc., euh, je ne sais pas si vous m'entendez, ma connexion Internet est parfois instable. Donc, elle considère qu'il y a 5 chaînes musculaires, dont une chaîne qui est double, celle qui est représentée au milieu, en rouge, la chaîne PA-AP. Alors, il faut se familiariser avec les acronymes hein, pour Godelieve. Hein. Donc, la première chaîne, donc c'est la chaîne postéro-médiane, PM. La chaîne ensuite que vous avez tout à fait à droite, c'est la chaîne AM, antéromédiane. Puis vous avez les chaînes latérales, la chaîne PL, postéro-latérale, tout à fait à gauche en bas, et tout à fait à droite en bas, vous avez la chaîne AL, antérolatérale. Donc vous voyez, ce sont des chaînes qui parcourent vraiment tout le corps, c'est-à-dire qu'elle décrit très très bien les choses pour nous expliquer que, ben, en fait, on a l'ensemble des chaînes musculaires qui sont représentées à chacune de nos extrémités et dans chacun de nos membres. Alors, à l'exception de la chaîne centrale, PA-AP, postéro-antérieur, antéro-postérieur, hein, qui concerne en fait la musculature profonde du tronc, de la colonne vertébrale, qui inclut le diaphragme, qui inclut également le psoas-iliaque, le muscle psoas-iliaque, dont on parle souvent en technique ostéopathique. Voilà. Alors, schématiquement, elle dit que AM, la chaîne antéromédiane, représente l'avoir. C'est la chaîne dite de l'enroulement. Hein, comme le bébé peut être enroulé sur lui-même à la naissance. PM, la chaîne postéromédiane, c'est la chaîne qui nous pousse vers l'avant. C'est la chaîne musculaire du faire, de l'agir. PA, la chaîne postéro-antérieure, c'est la chaîne de l'être, c'est l'affirmation de soi d'une certaine façon par l'acquisition de la verticalité du tronc et du maintien de la tête. Tandis que AP, sa chaîne complémentaire, antéro-postérieure, c'est l'élément unificateur de l'ensemble. C'est la chaîne la plus dynamique, c'est celle qui assure la rythmique dans la marche. C'est celle qui est particulièrement stimulée dans les danses africaines. Et puis, les chaînes AL et PL sont dites des chaînes relationnelles qui vont permettre l'ouverture au monde et aussi le retour vers soi. Vous voyez, donc on pourrait tout à fait faire une analyse des mouvements et des postures de Marie-Louise Orlick à travers les chaînes musculaires de Godelieve de Denise Struve. Alors, le terme de chaîne, hein, c'est peut-être un petit peu malheureux, hein, parce que on n'est pas enchaîné. Mais bon, on n'a pas trouvé mieux. On pourrait parler peut-être de cordes, ce qui peut évoquer les instruments de musique. C'est peut-être plus sympa parce que il faut effectivement que tout cet ensemble soit accordé. Vous voyez, on a 6 chaînes musculaires finalement, donc 5 chaînes dont une double, ça fait 6 au total. Ça peut évoquer les 6 cordes de la guitare. Et donc, pour jouer juste d'un point de vue corporel, d'un point de vue moteur, mais aussi d'un point de vue relationnel, eh bien, il faut que déjà son corps soit bien accordé. Donc, on a là un ensemble fonctionnel d'une extrême complexité qui permet à chaque instant la meilleure adaptation possible du corps à des contraintes internes et externes.
Alors sinon, pour commenter le dessin qui est à droite, donc un médecin, pardon, lapsus, un dessin très schématique, très carré, hein, un bonhomme très carré, qui schématise le corps dans sa position verticale en trois masses résistantes et trois intermasses élastiques. Donc, les masses résistantes, bah, c'est la tête, la masse céphalique, le thorax, et puis la masse pelvienne, c'est-à-dire le bassin. Et puis, les zones, alors on pourrait ajouter une autre masse, c'est le pied, hein, qui est en contact avec le sol, avec la terre. Et puis, les intermasses, donc qui sont élastiques, eh bien, ce sont en fait les courbures vertébrales avec la lordose cervicale, la lordose lombaire, mais aussi, on parle de lordose fémoro-tibiale pour désigner les genoux, hein, et celle-là, on a tendance à l'oublier. Alors, ce sont les zones, évidemment, où ça fait mal. Là où ça bouge, c'est là où ça peut se bloquer et c'est là où ça peut faire mal. Alors, je développe toute une théorie par rapport à la dissociation psychomotrice. On ne va pas rentrer là-dedans, ce sera l'objet d'un autre topo peut-être. Hein, donc le corps est en permanence, de façon tout à fait inconsciente, en train de trouver la moins mauvaise des solutions, si ce n'est la meilleure, mais en tout cas la moins mauvaise, pour essayer de s'équilibrer d'un point de vue de la fonction, donc d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue du mouvement, mais aussi d'un point de vue de la douleur. Hein, donc il faut composer avec tout ça, ce qui est pas évident, et des fois on a besoin d'un coup de main bien intentionné. Voilà, donc la chaîne PAP donc, est à la base du rythme, comme je vous le disais, un premier facteur premier et primordial de la vie. Et donc, Godelieve de Nistruff considère cette structure PAP comme l'élément le plus actif dans le processus de l'extension axiale du rachis, hein, c'est-à-dire le processus d'allongement, de grandissement spontané de la colonne vertébrale. Les muscles de la chaîne PAP forment une chaîne rythmique étroitement liée aux fonctions qui déterminent l'équilibre postural. C'est par les pieds qu'on apprend le rythme. Hein. On fait souvent dans nos tests, je pense que c'est encore un test qu'on utilise, le test de Mira-Stambach, hein, pour le rythme, le test avec le tapotement des doigts. Mais ce serait intéressant de faire un Mira-Stambach avec les pieds, hein, parce que c'est avec les pieds finalement qu'on apprend le rythme, et les pieds nous en disent beaucoup sur la synchronisation de notre corps en mouvement. D'ailleurs, hein, pour se référer là encore aux danses africaines, un bon percussionniste, c'est avant tout un bon danseur. On ne peut pas passer aux percussions si on n'a pas d'abord appris la danse. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? La chaîne PAP constitue donc l'élément de la pulsion verticale de l'homme qui se dresse entre terre et ciel. La chaîne AP, donc dite antéro-postérieure, hein, siège dans les membres inférieurs et permet d'ajuster le poids du corps à la pesanteur. C'est elle qui nous donne du ressort, hein, qui coordonne l'équilibre. C'est elle que le danseur africain, comme je le disais, utilise pour se jouer de la pesanteur. Hein. Je ne sais pas si vous regardez les danses Maasai, par exemple, c'est assez spectaculaire. Hein, ils maîtrisent parfaitement cette chaîne-là. Avec en plus une chaîne PA, donc la chaîne qui est au-dessus, hein, qui va maintenir l'érection de la colonne vertébrale, euh, avec un parfait alignement vertical. C'est tout à fait spectaculaire. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur les danses Maasai d'Afrique de l'Est. Voilà. Alors oui, Godelieve de Nistruff pose le problème fondamental, un problème fondamental. Qu'est-ce qu'elle dit? Actuellement, l'éducation physique et la kinésithérapie continuent encore à muscler préférentiellement les chaînes PM, donc postéro-médiane, et AM, antéro-médiane, comme vous pouvez le retrouver sur le schéma, pour axer la colonne vertébrale et obtenir le mouvement ascensionnel du rachis. Mais si les chaînes PM et AM peuvent intervenir également dans un processus de déplissement des courbures vertébrales, il importe de savoir qu'il s'agit d'une forme particulière d'extension axiale, d'un grandissement appelé autograndissement. Autrement dit, hein, pour être plus clair, on peut travailler intensément à nous grandir nous-mêmes. Alors, je suis les messages en même temps. Alors, dans le Soubiran, il y a main et pied pour le rythme. Merci Estelle de l'information. Super.
Donc, autrement dit, on peut travailler intensément à se grandir soi-même, volontairement, à faire des efforts pour nous auto-grandir, hein, torse bombé, fesses serrées, ventre rentré, menton reculé, mais il ne s'agit pas d'un mouvement ascensionnel, spontané, souple et sans effort. Donc, malgré l'apparence d'un effacement des courbures, la toise, hein, la toise, quand on se mesure, nous apprend fréquemment, suite à ces exercices, que le corps n'a pas grandi, mais tend plutôt à réduire sa taille. Donc, contrairement à l'expérience de l'allongement axial spontané sans effort, résultant du port de la charge sur la tête, on en revient encore, hein, à l'idée de porter des charges sur la tête pour trouver le juste alignement de sa posture, provoquant la stimulation des muscles profonds et libérant la musculature périphérique qui est faite, elle, pour bouger. Donc en fait, quand on agit volontairement sur son corps, on va agir avec les muscles de sa motricité volontaire, les muscles de sa motricité gestuelle. Enfin, motricité gestuelle, c'est redondant, excusez-moi, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va utiliser les muscles qui sont faits pour le mouvement à contre-emploi. Donc en fait, on se crée une espèce de carapace, de cuirasse musculaire, on rigidifie son corps et on met au repos la musculature profonde qui elle n'est plus stimulée et ne fait plus son travail. Vous voyez, donc quand on agit de façon trop volontariste sur son corps, on n'obtient rien de bon. C'est encore une des preuves que nous apportent les travaux de Godelieve, de Nistruve. Voilà pour Godelieve. Alors, c'est tout un monde. Alors, là, les formations Godelieve, Denis Struff n'est plus de ce monde, mais sa fille, je crois, a repris le flambeau. Il y a une école en Belgique qui est très dynamique. Il y a notamment Philippe Campignon qui lui a succédé, je pense, dans l'enseignement. Les études se poursuivent et c'est ça la richesse d'une méthode quand elle continue à vivre même après la disparition de son fondateur, de son créateur, hein, c'est que voilà, il y avait quelque chose à la base de très riche et qui continue à se développer et qui amène encore des recherches. Donc vraiment une méthode qui devrait être enseignée dans tous les IFP. Hein. Alors, on avance, j'en ai encore deux à vous présenter, et pas des moins intéressants. Je vais maintenant vous parler de Jacques Dropsy. Jacques Dropsy, j'adore. C'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer parce que j'avais sollicité à un moment parce que je voulais faire une formation avec lui, puis ça n'a pas pu se faire finalement. Lui, il utilisait le tai chi justement pour pour son action thérapeutique auprès de ses patients. Mais c'était aussi un comédien, psychologue de formation, et à la base, il a fait HEC. Voilà, bon, un parcours un peu atypique, hein, mais un précurseur sans doute, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans l'époque des reconversions. Hein. Il y a des tas de gens qui font des reconversions, qui ont un ou deux ou trois métiers dans une même vie. Et donc, Jacques Dropsy était de cela. Il a écrit deux livres que je vous recommande vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Vivre dans son corps, 1973, et ça, c'est plutôt théorique. Et Le corps bien accordé, ça, j'ai toujours à portée de la main, ce livre-là, hein, 1984. C'est d'une richesse extraordinaire en termes d'outils. C'est expliqué de façon très simple, ça nous entraîne dans l'expérimentation. Alors, les dessins que je vous ai mis à droite, c'est des dessins qui sont inspirés de ces travaux et qui ont été redessinés en fait pour les besoins du Nyungu, hein, qu'on retrouve donc dans l'ouvrage que j'ai coécrit. Le fouet à droite et puis la vague en dessous. Alors, lui, son constat, c'est que, comme vous le voyez écrit, c'est que les postures et les mouvements disharmonieux sont liés à un manque de coordination, une force mal utilisée et un manque de rythme. Alors, il faut savoir que je crois que, en fait, sa compagne a été la danseuse et chorégraphe Laura Schelin, qui a fait des formations pour les psychomotes aussi. Hein. Donc, il a été aussi sensibilisé à cela. Il a travaillé aussi le psychodrame hein, en tant que psychologue, et aussi il s'est intéressé aux pratiques orientales. On retrouve les pratiques orientales avec la méditation, zazen, avec maître Taisen Deshimaru. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la référence en Occident. Le tai chi chuan et aussi l'aïkido, mais également la danse dans le théâtre indien, japonais, indonésien. Voilà, donc il a vraiment fouillé son sujet, expérimenté énormément de choses. C'est celui dont je me sens le plus proche, vraiment. Hein.
Il part d'un constat, donc comme je vous l'ai écrit, et il nous dit aussi que un mauvais contact du corps avec le sol, c'est une perturbation généralisée. Hein. Donc, il travaille beaucoup les appuis, l'ancrage des appuis au sol. L'unité du corps, dit-il, dépend de la coordination de toutes ces parties autour d'un centre, d'où partent les impulsions. On retrouve là, alors ce centre-là, c'est dans le bassin, hein, c'est le Tantien décrit dans le Qigong, c'est le Hara en yoga, et donc il rejoint tout à fait les observations de Feldenkrais là-dessus. Le rythme va permettre l'économie dans l'effort. Un mouvement juste résulte toujours, dit-il, d'une alternance rythmée de tension et de détente. Il souligne que le plus difficile, c'est pas l'action, mais le laisser-faire, qui correspond à la phase où le mouvement se recharge, comme dans la mécanique respiratoire. Le vide de l'expiration appelle le plein de l'inspiration. Il affirme que l'expression corporelle est intimement liée à l'impression intérieure, donc il relie tout à fait comme Marie-Louise Orlick, l'impression et l'expression, l'intégration et l'expression corporelle. Il s'agit de trouver un équilibre subtil entre le sentir et le faire. Autrement dit, notre expressivité dépend de la perception plus ou moins consciente que nous avons de notre corps, ce qui nous maintient dans une double présence à soi et au monde. Il a une expression qui dit « avec un œil tourné vers le dehors, il nous faut avoir un œil tourné vers le dedans ». Cet état de double présence caractérise particulièrement le danseur qui recherche la justesse de ses mouvements par un feedback kinesthésique, comme un musicien recherche la justesse des notes par un feedback auditif. Il insiste beaucoup sur cette qualité de présence d'esprit, qui n'est surtout pas une observation distante de soi qui aboutit invariablement à la crispation. Voilà, c'est un précurseur de la pleine conscience, en fait, Jacques Dropsy. La pleine conscience dans la posture et dans le mouvement. C'est pas pour rien qu'il s'est intéressé à la méditation. Concentration n'est pas crispation, car il s'agit d'obtenir un relatif abandon de notre action volontaire au profit de réflexes réglés par des éléments inconscients. Et il ajoute, notre attitude consciente est donc d'écoute attentive et d'acceptation. Il introduit encore, comme Marie-Louise Orlick, la notion d'acceptation qui fait maintenant partie du langage courant des thérapies cognitives et comportementales. S'accepter, c'est pour lui d'abord accepter son corps tel qu'il est, avec sa structure, avec son fonctionnement, avec son organicité, par une concentration sans tension, une attention disponible à l'instant présent. Une forme, somme toute, d'accueil de soi. Et pour ça, Dropsy utilise les situations les plus quotidiennes. Vous verrez ça si vous lisez Le corps bien accordé, c'est vraiment accessible à tout le monde. C'est extrêmement bien documenté, décrit, c'est très pédagogique et c'est très didactique. Donc, il utilise donc la station debout, marcher, s'asseoir, porter un objet, respirer, porter sa voix, etc. Que des choses qui font partie du quotidien. Ce qui fait qu'on en arrive, selon lui, à une forme d'exercice invisible, c'est-à-dire que c'est la qualité de présence d'esprit rapportée à son propre corps qui crée l'exercice, qui crée en fait l'expérimentation. C'est-à-dire que même si on ne fait pas d'exercice formel, eh bien, on se nourrit quand même d'un apprentissage. Et alors ça, c'est un fait, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui font, qui disent faire ceci ou cela, qui font des cours de yoga. Moi, dans ma patientèle, les patients les plus redoutables, c'est ceux qui ont tout fait. J'ai fait du yoga, j'ai fait du qigong, j'ai fait du tai chi, j'ai fait de l'aïkido, j'ai fait du nyungu, pourquoi pas, j'ai fait, mais j'ai rien vécu. J'ai rien vécu. C'est comme les gens qui vous disent, j'ai fait le Brésil, j'ai fait la Chine, j'ai fait le Pérou, j'ai fait l'Inde. Ils ont rapporté des tas de photos, mais ils ont rencontré personne. Ils n'ont rien vécu. Ils ne se sont même pas rencontrés eux-mêmes. Vous voyez? Donc, c'est cette qualité de présence d'esprit qui crée le changement. Il insiste beaucoup là-dessus et je trouve que c'est évidemment très pertinent. Il ne s'agit pas de faire, il s'agit d'être présent à ce qu'on fait. Et il ne s'agit pas non plus d'être simplement présent à ce qu'on fait le temps d'une séance de yoga, le temps d'une séance de psychomotricité. Il s'agit aussi
que ça imprègne petit à petit tout son quotidien. Alors donc, j'ai retenu ces deux exercices qui sont simples, hein, le fouet et puis la vague. Donc le premier, ça s'effectue debout, hein, les pieds bien ancrés dans le sol, les bras, les épaules détendus, puis par des mouvements giratoires du bassin, allant de droite à gauche et de gauche à droite, un mouvement de twist, hein, de twist. Le corps tout entier est animé d'une giration sur son axe, le mouvement répété prenant son rythme de croisière, les bras décollent et les mains se rabattent en fouet sur les hanches. Alors ça peut évoquer, vous savez, ces manèges avec un rotor central, hein, qui entraîne des nacelles suspendues par des chaînes, ou bien encore ces petits tambours bifaces, hein, dans lesquels il y a un bâton qui est emmanché et que l'on fait rouler entre ses mains, hein. Et puis il y a des petites billes de bois qui sont reliées au tambour par des cordelettes qui se mettent à décoller et qui viennent percuter les peaux du tambour de part et d'autre. Donc ça, c'est un excellent exercice pour se réaxer, pour se remettre sur sa verticale, stimuler sa musculature profonde et détendre sa musculature périphérique. C'est un jeu d'enfant, hein, on voit parfois les enfants faire ça spontanément, et les adultes s'y prêtent très volontiers, c'est en général super bien vécu. Alors, le petit dessin, vous voyez le petit bonhomme, là, bah, il a un poids sur la tête en plus, donc on peut tout à fait le faire avec un poids sur la tête. Alors le second, la vague, il mériterait tout un développement, tout un topo de 2 ou 3 heures même, la vague, parce qu'il met en jeu 3 sphères, les 3 masses de Godelieve de Nustrup, à savoir la tête, le thorax et le bassin, reliés par les 2 intermasses que sont la colonne cervicale et la colonne lombaire. Et donc, tout ça doit être extrêmement mobile. Et vous avez un enchaînement, un engrenage plus exactement de ces 3 masses, qui est extrêmement subtil, qui se fait par l'intermédiaire de la mobilité du bassin. Là, on découvre bien que c'est la mobilité du bassin qui va provoquer la mobilité du thorax et de la tête, hein. C'est le bassin qui est au centre de nos mouvements. C'est un très bon exercice pour le déterminer. C'est une coordination fondamentale. Elle est inscrite dans la structure même de notre corps. Et bien, chez certaines personnes, cette coordination ne se fait pas, hein. C'est ce qui m'a permis de travailler sur le concept de dissociation psychomotrice, qui peut être aussi la résultante, alors soit de traumatismes physiques, d'accidents, hein, physiques, mais aussi de traumatismes psychologiques, de psychotraumatisme, comme on dit plus exactement. Alors, cette vague, ça nécessite aussi beaucoup de décontraction, beaucoup de laisser-faire, mais aussi de présence d'esprit. Ça s'effectue donc, comme vous le voyez, en position allongée sur le dos, sur un sol ferme, les jambes repliées, les pieds parallèles, posés à plat. Il s'agit donc ensuite d'animer le bassin d'un léger mouvement répété d'antéversion et de rétroversion, et de laisser le mouvement se propager tel une vague jusqu'à la tête. Même les yeux sont impliqués dans ce mouvement-là. À noter que Reich parle de Reich, entre guillemets, je ne sais pas si vous connaissez Wilhelm Reich, c'était l'un des 2 élèves les plus brillants de Freud avec Carl Gustav Jung. Il est moins connu et je trouve qu'on devrait aussi enseigner Reich dans les écoles de psychomotricité parce que c'est une grande source d'inspiration. J'aurais pu parler des travaux de l'un de ses élèves, Alexander Lowen, qui a créé la bioénergie aux États-Unis. Donc, je ne vais pas rentrer dans cette description-là, mais c'est tout un champ, là encore, extraordinaire à explorer, la bioénergie. Et donc, Reich, il parle de mouvement aussi, de ce mouvement qu'il appelle la vague respiratoire, qui, elle, se libère dans l'orgasme. Donc, c'est lié aussi au plaisir, dans la sexualité, mais dans le plaisir de bouger son corps également. Il représente alors un des ouvrages princeps, de Reich, c'est justement la fonction de l'orgasme que je vous recommande de lire. C'est assez dense, mais il y a vraiment des choses très intéressantes à ressortir de ça. Voilà, donc on l'a intégré dans le Nyungu parce que ces mouvements-là sont intégrés dans les danses d'Afrique, et en particulier dans les danses d'Afrique centrale où on insiste beaucoup sur la mobilité du bassin et sur la mobilité du thorax, la mobilité du sternum particulièrement, et les ondulations vertébrales qui vont avec. Voilà pour Jacques Dropsy. Ça va? Vous suivez toujours? Je vous ennuie pas trop? C'est passionnant, vraiment. Je vais terminer cette petite revue de ma Dream Team avec François Malkowski.
Alors là, on part dans la danse. On n'est plus réellement dans l'intégration, dans les méthodes dites d'intégration corporelle, mais on est dans la danse. François Malkowski, qui a été enseigné aussi hein, en psychomotricité, mais un grand oublié maintenant, tombé en désuétude également. Je n'ai pas connu ses travaux par l'intermédiaire de la psychomotricité, mais par l'intermédiaire d'une rencontre, une rencontre tout à fait étonnante. Une professeure donc de danse libre, parce que c'est comme ça qu'il appelait sa méthode, la danse libre, la danse de François Malkowski. Et elle a été amenée à ma connaissance et j'ai pu participer à des séances et la découvrir visuellement aussi par l'intermédiaire d'une enseignante d'une enseignante de danse libre qui a été formée directement par Malkowski lui-même et qui est une religieuse catholique qui s'appelle Marie-Joseph Gachet. Et voilà, alors c'est pas du tout l'image qu'on se fait des religieuses, mais voilà, la religion, ça peut être aussi très, très gai, très dansant, très chantant. Et cette femme extraordinaire en est la parfaite illustration. Et c'est elle qui m'a mis donc sur la piste de François Malkowski. Donc lui était danseur, chorégraphe, pédagogue du mouvement et reconnu dans le domaine de la psychomotricité. Et j'y ai trouvé quand même un article très intéressant dans un vieux thérapie psychomotrice que vous trouverez en référence dans la biblio, écrit par une certaine Simone Valentin. Alors lui, il a été inspiré par Isadora Duncan, Isadora Duncan, je ne sais pas comment on prononce, la danseuse dite aux pieds nus. Révolution dans la danse classique, elle a une formation classique, et un jour, elle a dit, j'abandonne les ballerines, j'enlève mes chaussons de danse, et je vais danser pieds nus. Bon, alors, chose qu'on fait évidemment dans d'autres danses traditionnelles, et des danses africaines en particulier, où on a un contact direct avec le sol. Et elle, en Occident, ça a été la première à oser danser les pieds nus. C'était une véritable révolution, ça faisait même scandale, figurez-vous. Donc ça, c'est ses références en termes de chorégraphie. Et puis, il a été influencé aussi par les philosophies orientales, comme le zen. Lui, il prône également donc le mouvement naturel, libéré d'une gestion mentale qui va l'entraver. Il disait, il est bon de vomir son intelligence, hein, de vomir son intellect pour retrouver un état de disponibilité totale. Et donc, Marie-Joseph Gachet, dont je vous parlais tout à l'heure, élève de Malkowski, donc, et enseignante de danse libre, alors plus à Paris maintenant, elle a pris sa retraite, mais elle continue à faire des stages en Bretagne. Elle nous livre que la musique qui est sereine, gaie, empruntée en général au patrimoine classique ou folklorique. Malkowski prône le mouvement naturel, donc ça je vous l'ai dit. C'est pourquoi il appela sa danse la danse libre, non pas qu'il s'agisse de laisser aller le corps dans une transe débridée, mais au contraire de retrouver le geste naturel du corps, débarrassé de toute tension parasite. Il ne s'agit pas de se libérer de son corps, mais d'acquérir une liberté du corps. Méditez bien sur cette phrase. Ça, c'est Marie-Joseph Gachet qui l'a écrit dans un de ses textes. C'est pas référencé parce que ça n'a pas été édité, mais voilà, elle était d'une grande générosité avec moi et elle m'a donné un certain nombre de ses écrits qu'elle transmettait à ses élèves. Donc, il ne s'agit pas de se libérer de son corps, mais d'acquérir une liberté du corps. Donc, gestes inspirés de mouvements naturels, marcher, courir, nager, pagayer, skier, tirer à l'arc, monter à cheval, lancer le disque ou le javelot, travailler la terre, semer, faucher, donc tous les gestes agricoles, mais aussi sonner les cloches. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des sonneurs de cloches. Aujourd'hui, toutes les cloches sont malheureusement électrifiées, automatisées. Mais j'ai déjà vu des sonneurs de cloches. C'est absolument impressionnant de voir avec quelle agilité et quel plaisir ils pouvaient sonner les cloches autrefois. Et quand on sait que l'expression émotive se libère dans le saut, eh bien, on peut comprendre pourquoi sauter, danser, eh bien, ça nous libère émotionnellement et ça nous reconnecte souvent avec des émotions comme la joie. Hein. Il y a un photographe, alors la mémoire me fait défaut, qui a fait une série de photos sur des gens en train de sauter en l'air. Et parmi la photo la plus célèbre, c'est celle de Marilyn Monroe,
que l'on voit les deux pieds décollés du sol avec son sourire à la Marilyn, comme elle seule pouvait faire, savait faire. Mais il a fait ça avec des personnalités politiques, des personnalités, je crois, de la famille royale d'Angleterre, etc. Il faudrait que je retrouve son nom. C'est Philippe Halsman. Halsman, bravo, merci. Voilà, Philippe Halsman. Regardez les photos de Philippe Halsman. Elles sont toutes magnifiques. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir l'expression qui sort des visages des personnes qui sautent. Hein. À ce titre, on parle beaucoup du trampoline. Je ne sais pas si vous utilisez des trampolines dans votre pratique, mais le trampoline peut être aussi un moyen de libérer son corps des tensions, notamment les tensions des muscles périphériques, et retrouver une bonne axialité et une bonne stimulation de ces muscles centraux, de ces muscles posturaux. Et j'ai pu lire pas des études, mais en tout cas quelques écrits, on va dire, hein, de façon générale, plus générale, que ça permettait aussi de se réguler émotionnel que de faire du trampoline. Hein, donc voilà, un truc à conseiller en période de confinement, acheter un mini trampoline et puis sauter dessus. Alors, continuons, Malkovski, pour revenir à Malkovski. Alors, qu'est-ce que nous disait Simone Valentin? Alors oui, Malkovski donnait une importance particulière au regard, voilà, le regard aussi. Hein, le regard, on n'en avait pas encore parlé, et c'est pour ça que j'ai voulu aussi parler de Malkovski. Il disait qu'il devait précéder le geste, hein, devant ainsi traduire l'intention du danseur. L'intention du mouvement, c'est dans le regard. Le regard ne doit pas être perdu dans le vague, il doit manifester la présence du sujet, relayé par l'orientation du sternum dont on parle beaucoup dans les danses africaines, et faire partie intégrante du geste. Pas oublier que le sternum, c'est moi. Hein, quand on dit c'est moi, on fait ce geste sur le sternum. Ça désigne le cœur, mais ça désigne le référent. Le sternum, c'est le référent corporel du moi, quelque sorte. Hein. On le décrit dans le Nyungu aussi, on parle beaucoup du sternum. Et une petite référence à notre ami Éric Pirrer, d'ailleurs, j'avais glané ça dans son livre sur l'image du corps. Il nous renseignait, je ne sais pas où il avait pêché ça, mais que le sternum était le dernier os à s'ossifier, hein, le dernier à se densifier. Et à un âge relativement avancé, je crois de mémoire me souvenir qu'il parle de l'âge de 25 ans. Donc, c'est l'âge de la maturité, c'est l'os de la maturité du moi en même temps, le sternum. Hein. Et ça, c'est transculturel dans toutes les cultures. C'est à qui ce truc-là? C'est à moi. Vous n'allez pas faire c'est à moi sur la tête, ou c'est à moi sur les fesses, ou sur le genou, ou sur les pieds. Pourtant, c'est moi aussi, hein, tout ça. Mais le sternum, voilà, c'est la référence, c'est le référent corporel du moi. Donc, ça me semble très important d'amener de la conscience à ce niveau-là. Petite idée qui m'était venue en tête, c'est de me dire que la cravate en Occident, c'était une espèce d'extension artificielle du moi. Hein. Je pense à certains hommes politiques, notamment un homme politique là, qui a été battu aux États-Unis récemment, qui avait une très grosse cravate, très grosse cravate, très colorée, très souvent, qui lui descendait plus bas que le nombril. Et c'était sans doute une forme d'hypertrophie du moi, à mon avis. Voilà, petite anecdote sur le sternum. Donc Malkovski cherchait une parfaite synchronisation entre le mouvement et la musique. Alors comme dans les danses africaines, hein, cette espèce d'effet où on a l'impression que le danseur produit la musique avec son corps, c'est assez stupéfiant parfois, pour transmettre, donc une parfaite synchronisation entre le mouvement et la musique, pour transmettre, dit-il, les ondes sonores en ondes visuelles. Il conseillait même à ses élèves de s'identifier à un chef d'orchestre dont les gestes précèdent la musique. Alors ça, on retrouve parfaitement ça dans les principes de base vraiment des danses africaines, c'est le danseur qui est le chef d'orchestre. Et quand vous voyez un chef d'orchestre dans un orchestre symphonique, finalement, c'est le seul qui danse. C'est par ses mouvements qu'il amène les ondes sonores vers les différents instrumentistes. Hein. Et j'allais dire, c'est le seul qui s'éclate. Non, pas forcément. Ceux qui sont derrière leur partition aussi, certainement, mais ils ont l'air un petit peu plus besogneux.
le chef d'orchestre. Alors voilà, c'est celui qui danse hein, devant son pupitre. Hein. Donc le danseur, c'est là sa fonction. C'est lui qui va créer la musique. Et donc, c'est tout l'art aussi des musiciens qui savent lire les pas du danseur. Et c'est très difficile pour nous, ici en France, de trouver des musiciens qui peuvent accompagner nos ateliers avec Stan Goldjemba, parce que s'ils n'ont pas été formés à la danse, au village, vraiment, hein, s'ils ont été simplement formés aux percussions, ils n'ont pas cette capacité de lire les pas du danseur et de traduire en musique ce qu'ils voient sous leurs yeux. Donc, ils sont très attentifs au pas du danseur. Alors là, vous êtes dans un jeu de feedback ensuite qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que la personne qui danse va s'entendre danser. Hein, et donc, va y avoir un effet retour, une boucle de rétroaction, un feedback, qui va lui permettre ensuite de jouer avec la musique. On a des points de repère, un feedback qui n'est pas que kinesthésique, mais qui devient aussi auditif. Donc, pour danser juste, il s'agit que la musique qui nous est renvoyée soit juste. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est tout le jeu de dialogue qui peut s'instaurer entre le danseur et le musicien. Hein. Donc, voilà, ça, il faudrait aussi le pratiquer. Alors, autre point commun aussi avec les danses africaines dans l'enseignement de Malkovski, pas de miroir. Le mouvement est éventuellement corrigé par le professeur, mais il se construit essentiellement par imitation, en étant guidé par la recherche de justesse, d'économie d'effort, ce qu'on retrouve dans Feldenkrais et dans toutes les autres méthodes quasiment, de liberté et de plaisir. L'économie d'effort est liée au plaisir. Cela dans un plein état de réceptivité. Mais, dit-il, imiter n'est pas copier. L'apprenti ne doit pas fidèlement calquer son geste sur celui des autres, car, disait-il, c'est le meilleur moyen de se perdre, et donc de ne pas se trouver surtout. Hein. Donc l'apprenti doit plutôt s'approprier le mouvement à travers son propre ressenti pour en extraire une expression singulière. Le projet est d'habiter son corps, trouver son unité dans une totale incarnation qui n'exclut pas une certaine dimension spirituelle. La danse est donc considérée comme un moyen de se réaliser, d'effectuer son chemin sur Terre, mais ne représente pas un but en soi. On sait bien que ce qui est important, c'est pas le but, mais c'est le chemin. Et donc, selon les mots du maître Malkovski, la justesse d'un mouvement se ressent obligatoirement par le bien-être qu'il procure et l'équilibre qu'il donne au corps. L'esthétique du mouvement se crée donc à partir de données esthésiques. Hein. Si le mouvement est bon à sentir, il a aussi de fortes chances pour être beau à voir. Hein. Donc, à partir de données proprioceptives ressenties dans l'immédiateté du geste. Il disait, nous cherchons le vrai, et c'est en cherchant le vrai que nous trouverons le beau. Ce principe se retrouve également dans les danses africaines, dans lesquelles le mouvement se construit de l'intérieur, dans le respect du corps et de son fonctionnement naturel. Voilà, donc alors, je trouve que voilà, le travail de Malkovski mériterait aussi un intérêt plus approfondi en psychomotricité. Il s'agira peut-être d'exhumer un petit peu son travail, d'aller se former encore peut-être auprès de Marie-Joseph Gachet ou d'autres enseignantes de danse libre. Il n'y en a vraiment pas beaucoup en France. En psychomote, on se réfère essentiellement aux travaux de Laban, hein, que j'ai déjà cité, mais aussi de Bartenieff, des travaux qui sont absolument fondamentaux et passionnants, mais qui codifient énormément le mouvement, alors que Malkovski était beaucoup plus dans la libre expression, mais avec un mouvement quand même structuré à la base. Voilà, donc j'en ai fini hein, pour ma présentation sur ces différentes méthodes dites d'intégration corporelle, mais vous voyez où l'expression corporelle, évidemment, est aussi très présente et représente un objectif. Mais qu'est-ce que la psychomotricité? Par Gisèle Arus-Révili, qui était une psychomotricienne et qui faisait l'introduction d'une thérapie psychomotrice hein, qui était destinée, les thérapies psychomotrices étaient destinées en fait à collecter les abstracts du congrès, en fait. Hein. Donc, c'était le premier congrès international de trait d'union motricité sur le thème psychomotricité et langage du corps. C'était donc en mai 1974, 10 ans avant que j'intègre l'IFP, la Pitié-Salpêtrière. Alors voilà, thème ambitieux et ardu pour une science jeune et cherchant sa voie. Pendant 2 jours,
Donc, elle fait un petit peu le compte-rendu de ce congrès. Communication et film se succédèrent à un rythme très soutenu, et d'une communication à l'autre, d'un film à l'autre, l'ambiguïté même de ce que chacun mettait sous le concept de psychomotricité apparaissait. Le terme de psychomotricité induit deux directions de recherche, l'une plus centrée sur le psychologique, l'autre plus spécialement axée sur le versant moteur et technique. La psychomotricité vise-t-elle les difficultés instrumentales chez l'enfant? Il fut essentiellement question de rééducation d'enfants, et cependant la possibilité de prise en charge d'adultes nous semblait riche en perspectives. À l'époque, on s'occupait encore essentiellement d'enfants et pas beaucoup d'adultes. Où est-elle une thérapeutique totale, comme le dit une des intervenantes? Autant de questions que chacun des participants essaya de résoudre à sa façon. Une pédiatre exprima que les étapes du développement moteur de l'enfant ont lieu dans un ordre chronologique précis et de façon assez strictement normative. Le rôle du psychomotricien, en ce cas, serait-il de faire le pont entre un ordre anormal et la norme habituelle? Mais cependant, nous avions assisté quelque temps auparavant à un film tourné dans une crèche à Grasse, film humain, chaleureux et maternel, où l'accent était mis sur la séduction exercée par des bébés pris à des moments différents de leur évolution motrice. Alors, développement normatif ou intérêt porté à chaque cas individuel replacé dans son contexte personnel? Le film suisse, Au pays de mon corps, devait apporter, malgré quelques longueurs, la confirmation de l'importance de la relation entre le thérapeute de la motricité et le jeune patient. Le docteur Bernachon de Paris insista sur la différence entre savoir-faire et savoir-être. Il a souligné l'intérêt que pourrait apporter la création de groupes de type Balint pour les psychomotriciens. Les groupes Balint sont des groupes de contrôle, de supervision, groupes leur permettant de resituer leurs tâches entre la compréhension intellectuelle et la compréhension émotionnelle. Madame Ancelin Schützenberger de l'Université de Nice remarqua pour sa part que si la Genèse débute par au commencement était le verbe, Moreno, alors psychologue, c'est là où moi j'ai perdu une ligne sur mon écran. Si quelqu'un peut lire la dernière ligne, ou les deux dernières lignes, après Moreno. Il est marqué Moreno, psychiatre américain, écrivit en Ouais, 1934, au commencement était l'action. Moi, je vois ça. voilà, c'est Ok. ça. Le congrès oscilla de séquence en séquence au gré des participants entre l'intellectualisation abstractisante et la normativation rassurante. Était-ce là deux pôles antithétiques? Alors, qu'est-ce qui a marqué peu conciliables? Point d'interrogation. Il semblait que oui, quand, dans la dernière demi-journée, intervint une troisième voix. Elle nous est venue de l'étranger, plus exactement de l'Amérique du Sud et de l'Afrique. Une psychomotricienne sud-américaine avec un courage psychologique peu compréhensible pour les Européens. Excusez-moi, nous initia à sa pratique personnelle de la psychomotricité, une incantation sauvage et joyeuse, un défoulement moteur, un rire du corps, une joie de vivre. La salle hésita, puis gagnait, trouva ou retrouva pulsation et rythme collectif, quelques instants privilégiés, où le corps peut-être a pu s'exprimer et où le langage verbal fut heureusement exclu. Le terrain était préparé pour un psychiatre africain qui nous présenta le film Ndop, le Ndop, un rythme, alors c'est une danse de guérison en fait, le Ndop, hein, que je connais un peu. Le rythme dionysiaque, corps du groupe, pour aider le malade mental africain à chasser sa maladie. De ces pays nous est parvenue la sensation que le corps, hors l'espace européen, peut s'exprimer avec violence, passion et parler un langage compréhensible à tous. Alors, langage du corps ou corps du langage, mais qu'est-ce donc que la psychomotricité? Et aujourd'hui encore, je rajouterais qu'on se pose encore la question, même si on a maintenant collé psycho et motricité. Alors, pour continuer un petit peu sur mon plaidoyer pour une thérapie psychomotrice, hein, on peut passer maintenant aux dernières diapos, aux 3 dernières diapos, je crois. Et les deux courants donc, dont parlait donc, Gisèle Arus-Révili, dont on a lu le texte tout à l'heure, eh bien, ces deux courants, on les retrouve encore qui s'affrontent au sein de la psychomotricité. Et je suis tombé sur un texte, alors qui est déjà un petit peu vieux maintenant, de James Rivière, qui est un maître de conférence en psychologie du développement,
à l'Université de Rouen, qui a exercé de nombreuses années en tant que psychomotricien auprès de jeunes enfants déficients moteurs et ou cérébro-lésés au sein de l'Association des paralysés de France, et qui est auteur de différents articles publiés dans des revues médicales concernant l'approche psychomotrice du nourrisson et du jeune enfant. Et là, je fais référence à un article de 2010, donc ça date un petit peu, mais c'est pas si vieux que ça, et un article qui s'appelle « La thérapie psychomotrice basée sur l'épreuve versus la psychomotricité relationnelle ». Alors voici encore un autre courant, la psychomotricité relationnelle, que je connais peu, qui vient apparemment de Belgique, la psychomotricité relationnelle, mais qui recouvrirait plutôt ce qu'on appelle, nous, la thérapie psychomotrice. Et ce que James Rivière appelle la thérapie psychomotrice, en fait, ça relèverait plutôt de la rééducation psychomotrice. Alors là, un joyeux mélange, vous voyez, de différentes tendances. Alors le premier courant donc s'intéresse aux troubles psychomoteurs tels que le trouble de l'acquisition de la coordination, TAC, on parle aussi de dyspraxie, ou bien le trouble déficitaire de l'attention, TDAH ou pas. La démarche vise donc le symptôme et est de ce fait plus rééducative que thérapeutique. Calquée sur le modèle anglo-saxon des thérapies cognitives et comportementales, les TCC, elle revendique la rigueur d'une évaluation scientifique de ses résultats, avec l'évidence base médecine comme moyen d'évaluation. En ce qui concerne le second courant, celui de la psychomotricité dite relationnelle, donc James Rivière souligne que des termes tels que dialogue tonico-émotionnel et des concepts psychanalytiques tels que le moi-peau, Didier Anzieux, recouvrent en effet des significations trop indéterminées pour permettre d'apporter des réponses précises à des questions précises, comme l'évidence médecine le demande. Et ce second courant, finalement, relèverait plutôt, en fait, de la thérapie psychomotrice. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Si la psychomotricité peut gagner en reconnaissance du monde médical, en étant évaluée et validée dans le traitement d'un certain nombre de pathologies, elle a tout à perdre à être enfermée dans un cadre strictement neuroscientifique ou psychanalytique. Elle a tout à gagner, à mon avis, à s'émanciper de ces deux autorités de tutelle qui la brident et en même temps la divisent. Donc au final, on a affaire à deux entités psychomotrices qui se différencient assez nettement et qui recouvrent des compétences et des champs d'application différents. On a d'un côté une tendance psycho-rééducative, et d'ailleurs, je vous signale que le diplôme d'État, au départ, c'était diplôme d'État de psycho-rééducateur, on n'était pas des psychomotriciens, mais on était des psycho-rééducateurs, et de l'autre, une tendance psychothérapique. Donc en ce qui concerne la branche psychothérapique, la psychomotricité, ou plutôt la thérapie psychomotrice, trouverait sa place au sein des thérapies psychocorporelles, qui s'imposent de plus en plus comme une troisième voie possible dans le domaine des psychothérapies, parfois même comme un recours indispensable avec des patients qui ont du mal à traiter verbalement leurs conflits en psychanalyse ou qui ne supportent pas la relation imposée par les TCC, qu'ils jugent parfois infantilisante et normative. Et enfin, la dernière diapo. En effet, le travail corporel qui part du vécu corporel immédiat, hic et nunc, ici et maintenant, dans la relation à soi et à l'autre, est précieux pour élaborer une parole authentique liée au corps, à ses sensations et à ses émotions. L'association de la parole et du corps devient même la norme aujourd'hui dans le traitement des psychotraumatismes. On a maintenant un intérêt en psychomotricité sur les psychotraumatismes. Eh bien, nos techniques, évidemment, sont intéressantes. Là, on peut se référer à l'excellent ouvrage de Bessel van der Kolk, Le corps n'oublie rien, que je vous recommande vivement, qui est un gros pavé, mais dans lequel on a des tas et des tas de références pour étayer nos pratiques psychomotrices, qu'elles soient rééducatives ou thérapeutiques. Et donc, voilà un champ d'application où on utilise l'apport des thérapies corporelles parce qu'on s'est rendu compte que la thérapie conversationnelle, issue des thérapies psychanalytiques notamment, eh bien, était non seulement efficace, mais parfois était contre-productive, c'est-à-dire que ça réactivait les patients dans leur traumatisme sans du tout pouvoir les régler. Donc, le traumatisme, il est avant tout corporel, il est inscrit dans nos cellules corporelles, et les méthodes que nous utilisons, les médiations qu'on utilise, sont aujourd'hui utilisées dans le traitement des psychotraumatismes. Et nous, psychomotes, justement, on est formés à ça pour gérer une relation qui est médiatisée par des outils corporels, parce que
les personnes qui les utilisent, les outils corporels, sont pas toujours super à l'aise avec. Hein. Et nous, on a cette spécificité-là, cette formation particulière. Parce que la thérapie psychomotrice va entraîner une communication entre le patient et le thérapeute en utilisant nos médiations corporelles. Donc pour ça, il faudrait, la première nécessité, à mon avis, hein, c'est de maîtriser parfaitement les techniques employées, ça va de soi. Hein. Souvenons-nous toujours de l'adage, enseigne ce que tu pratiques et pratique ce que tu enseignes, hein, ce qui est valable dans le domaine thérapeutique aussi. Et la seconde nécessité, c'est de savoir gérer la relation avec le patient et de lui offrir un cadre thérapeutique safe et secure. Ça implique, à mon avis, et ça c'est un sujet qui peut être un sujet de discussion pour nous au sein de notre association, la nécessité d'une formation renforcée visant à l'obtention d'un titre de psychothérapeute. Car à mon avis, si on veut avoir une reconnaissance en tant que thérapeute en psychomotricité, hein, si on veut avoir en fait cette intention d'apporter des soins psychothérapiques, bah, il faut qu'on soit psychothérapeute. Je ne sais pas ce que vous en pensez.